je vous propose de prendre quelques instants pour réfléchir à ce processus d'orientation. C'est quoi s'orienter pour un jeune aujourd'hui ? Cette présentation s'adresse aux élèves de fin du secondaire qui doivent faire des choix pour leur avenir, mais aussi aux parents, aux adultes en général, qui souhaitent accompagner le jeune dans ce processus de décision. Pour se donner un cadre général, je vous propose de partir d'un exemple, une image, pour se représenter les étapes clés de l'orientation. Imaginez que vous allez faire un grand voyage, partir en vacances dans une région lointaine, peu ou pas connue. Comment se préparer au mieux pour cette nouvelle aventure ? 2 grosses questions vont occuper votre esprit. D'abord, prendre le maximum d'informations sur le lieu de séjour, mer, montagne, climat, offre de logement, l'infrastructure touristique. Ensuite, en lien avec ces éléments, que dois-je prévoir dans ma valise ? Eh bien, s'orienter, c'est un peu ça. Prendre des infos sur le nouvel environnement que l'on va rejoindre. Ici, 2 parties, le domaine des formations et le domaine des professions. Et son bagage, c'est prendre des informations plus spécifiques sur soi. Rentrons maintenant un peu dans le détail de ce que c'est s'orienter. Une première information qui me semble essentielle, bien importante à rappeler, l'orientation est un processus continu, c'est-à-dire que c'est tout au long de sa vie. Je pense que trop souvent, on laisse le jeune dans cette fausse idée que fin de réto, c'est tout le reste de sa vie qui va se jouer. C'est le moment de la décision qui va déterminer le reste de sa vie. Non, on n'est pas en face d'une ligne toute droite qui sera tracée, mais plutôt dans la construction d'un itinéraire fait de multiples carrefours. Et régulièrement, la question de l'orientation, voire de la réorientation, se posera à nouveau pour confirmer ou repositionner les choix. Ensuite, s'orienter. Quels sont les obstacles ? C'est quoi le problème ? Une première difficulté que j'identifierai, c'est le fait que l'élève de fin du secondaire n'est pas vraiment habitué à ces grandes questions. Déjà, il est dans l'enseignement obligatoire, pas le choix. Juste eu le choix de quelques options, c'est tout. Développer de nouvelles compétences, c'est souvent perturbant. Ensuite, on se retrouve devant un vaste choix. Le nombre de formations possibles. En haute école type cours, on est quasi à une centaine de cursus différents, environ une dizaine pour le type long, et dans les programmes universitaires, on commence avec une quarantaine de formations de premier cycle qui vont se décliner en pratiquement 200 cursus en master. Il y a du choix. Et ne parlons même pas du nombre de professions, impossible à comptabiliser, surtout si l'on se réfère à l'évolution de plus en plus rapide du marché de l'emploi avec tous les nouveaux profils professionnels qui apparaissent et ceux qui vont se créer dans le futur. Vaste choix. La troisième difficulté est liée à nos représentations, l'idée qu'on se fait de quelque chose. Illustration, ces idées toutes faites, ces raccourcis que nous utilisons dans nos réflexions. Genre, pour faire du droit, il faut avoir une très bonne mémoire. Et pas pour les autres études. L'histoire, c'est principalement retenir des dates. Je ferais bien les maths, mais je n'ai pas envie de devenir prof. Or, l'enseignement, c'est à peine 25% des débouchés en mathématiques, par exemple. 4e point à épingler. La tendance à vouloir décider le plus vite possible. C'est rassurant d'avoir une réponse à ces questions existentielles. On souhaite vite se retrouver dans une position confortable du « je sais ce que je vais faire ». Le danger, c'est que le jour, le moment où je décide, je le fais en fonction des informations que j'ai à ce moment. Or, tout le travail d'orientation consiste, on le verra, à récolter le plus d'infos possible pour, à un moment donné, pouvoir décider en bonne connaissance de cause. S'orienter, il faut prendre le temps nécessaire. La décision peut aller très vite. Par contre,
aller chercher des informations pertinentes, confronter ces observations, il faut avancer avec du temps. Et là, le rôle des parents n'est pas toujours évident. Stimuler, mais pas substituer. Il faut trouver le juste milieu. On vient d'épingler quelques obstacles à franchir dans le processus d'orientation. Face à cela, quelles compétences faudrait-il mettre en œuvre ? La première n'est pas spécialement évidente, déjà pour tout le monde, mais peut-être encore plus pour des jeunes en construction. Avoir confiance en soi. Choisir, c'est toujours faire un pari. On prend clairement un risque. Qui peut me garantir que je fais le bon choix ? Dans ces conditions, pour oser décider, il faut avoir une relative bonne image de soi. Tout un programme. Autre compétence, c'est la capacité à trier l'information. Est-ce que l'information que j'ai là est pertinente pour faire un choix ? Illustration, pourquoi faire médecine ? Pour aider les gens. Point. J'entends cela régulièrement. Il n'y a vraiment que le médecin qui aide les gens ? À quoi servent toutes les autres professions alors ? Mais plutôt, qu'est-ce qui distingue le rôle du médecin dans notre société par rapport au rôle du kiné, pour rester dans le domaine médical par exemple, ou de l'assistant social ? Autre exemple, le voisin de mon père dit qu'il n'y a pas de débouché dans les études en philosophie et lettres. Ce voisin, c'est le doyen de la faculté de philosophie et lettres ? Ou bien est-il sociologue, économiste ? Travaille-t-il au forum ? C'est toute la question du crédit que je devrais attribuer à une source d'information. Tout un travail à faire. Autre point, capacité à juger, à hiérarchiser. Toutes les infos récoltées ne doivent pas être traitées sur un même pied. Par exemple, quand on me dit « Pour mon métier plus tard, ce qui est important, c'est un boulot sûr, bien payé, qui bouge beaucoup, avoir du temps pour la famille, les loisirs, pas de chef au-dessus de moi, etc. etc. » Des critères ici pas toujours compatibles dans une même réalité. Ou encore, je cherche une formation assez scientifique, mais il n'y aura pas de maths. Donc, il faut trier. Les critères jugés importants, non négociables, des critères où l'on peut, où l'on devra faire des compromis. Dernier aspect, la capacité à agir. S'orienter, ce n'est pas réfléchir tout seul dans son coin, se mettre en introspection. Pour se décider, il faut avoir expérimenté au maximum, faire des rencontres, entreprendre des démarches, vivre des expériences, faire des hypothèses et essayer de les confronter à la réalité. Pour se mettre en mouvement, au propre comme au figuré. Mais c'est loin d'être facile, surtout si l'on ne sait pas comment s'y prendre. Voilà. Maintenant que l'on a pris en compte quelques difficultés liées à l'orientation, que l'on a épinglé quelques aptitudes intéressantes à développer, on peut voir plus en détail quelles sont les grandes étapes de l'orientation. Première étape, l'exploration. Et on va retrouver ici nos 3 zones, nos 3 bulles de tantôt. Tout ce qui concerne la connaissance de soi, le monde des formations et le monde des professions. Il faudrait explorer, aller chercher un maximum d'informations dans ces 3 dimensions. Illustrons quelques aspects intéressants dans cette phase d'exploration. Dans la bulle « moi », on peut raisonner en termes d'intérêt. Par exemple, ce que j'aime bien faire à l'école, en dehors, mes hobbies, mes passions. Réfléchir aussi en termes d'aptitude. Qu'est-ce que je fais bien ? Par exemple, on peut réaliser que dans le cadre d'une pratique d'un sport, j'aime bien expliquer aux plus jeunes des techniques spécifiques. Et pour épingler un 3e aspect du soi, on peut aussi se donner une autre dimension au niveau des valeurs importantes à traduire par exemple en termes de quelle est la place que je veux prendre dans notre société, comment je veux participer concrètement à la vie économique et sociale dans son sens le plus général. Quelques aspects pour la bulle profession. J'en épingle 3. Premièrement, je reviens ici avec nos incontournables représentations. Illustration toute simple. Quand on demande à un groupe d'élèves de nous citer des métiers qui leur viennent à l'esprit tout de suite, on nous cite par exemple enseignant, médecin,
pharmacien ou infirmière, avocat ou notaire, journaliste, comptable, assistant social. Tous des métiers visibles et normalement bien connus. Rarement on entend ergothérapeute, audiologue, logisticien, domoticien, community manager, big data analyst ou rédacteur web. On part de ce qu'on connaît. Logique, mais restrictif. L'exploration, c'est justement sortir des sentiers battus. Deuxième point, dépasser nos préjugés. Pas facile. On est tous plus ou moins guidés par ces idées du genre « l'histoire de l'art, c'est uniquement pour travailler dans un musée ». Si j'adore voyager, je vais faire un métier dans le tourisme. Pas ce type d'études parce que c'est pour travailler dans un bureau, etc. Aller au-delà des idées préconçues. Troisième point, multiplier les contacts. Si je m'intéresse au métier d'assistant social, je peux rencontrer un premier professionnel qui travaille dans une entreprise, dans un service RH. Je peux rencontrer un autre qui m'expliquera gérer un service de médiation de dette dans un CPS. Et peut-être un troisième qui exerce dans l'aide à la jeunesse et fait le lien entre des jeunes placés sur décision d'un tribunal et leur famille. Des réalités professionnelles relativement différentes. Une même formation, des métiers différents. La bulle formation. Les types d'enseignement. Haute école, type court, type long, l'université, pour rester dans le classique. Cela mérite une analyse en profondeur, ne fût-ce que pour être au clair par rapport à la différence entre université et haute école. Pas si sûr que l'on soit correctement informé sur le sujet, les caractéristiques, les objectifs spécifiques de la formation, la façon d'enseigner, les exigences des profs. Comparer des programmes reste toujours un exercice difficile et trop peu exploité. On peut aussi tout à fait envisager du moins classique les autres formes de formation. Les métiers en uniforme, l'armée, la police, la marine marchande, l'aviation. La promotion sociale pour acquérir une formation tout en travaillant, ou encore l'IFA-PME qui permet d'apprendre directement un métier via un stage de longue durée. Cette étape essentielle en orientation consiste bien à explorer les différents possibles. Mais il ne suffit pas d'engranger des infos, l'étape suivante est aussi stratégique. Confronter ces informations. Un exemple très classique, je pars de mon intérêt pour les animaux et je pourrais en déduire très vite que, donc, je suis fait pour être vétérinaire. Mais ma grande motivation pour cette perspective professionnelle ne doit pas cacher les prérequis de la formation, à savoir posséder de bonnes bases en sciences, surtout si dans mes choix d'options en secondaire, on m'a peut-être déconseillé de prendre un programme fort en sciences. Dans ce cas, il y aurait quelque chose d'assez incohérent dans mon choix d'orientation. C'est dans cette étape que l'on peut valider, confirmer ou pas, les hypothèses de choix. Et la dernière étape, la décision. Choisir, c'est renoncer, nous rappellent les philosophes. Et je rappelle idéalement décider le plus tard possible pour avoir laissé suffisamment de temps à la récolte du maximum d'informations et d'avoir laissé en quelque sorte mariner ces infos pendant l'étape de confrontation. Pour la décision, le jeune est seul, dans le sens c'est sa décision, mais ne doit jamais rester seul dans son chemin de réflexion. Et chaque personne dans son entourage a certainement des choses utiles à apporter. Mais là encore, il faut traiter l'information selon qu'elle vienne d'un parent, d'un ami, d'un enseignant, d'un professionnel. Voilà, j'espère que tout ceci aidera les uns et les autres à baliser ce chemin parfois fastidieux du choix d'orientation, de comprendre ce qui se passe, ce qu'il faut mettre en œuvre pour poser une décision relativement complexe. Une bonne orientation, c'est le début de la réussite. Je vous souhaite de faire de bons choix, les meilleurs choix pour vous.